Appuie-toi ta journée avec Élisane Pellerin. Bienvenue à Appuie-toi ta journée, une émission où on parle avec des personnes qui sont discriminées et marginalisées par la société. Cette semaine, je reçois une autrice, Madame Maude Neveu. Comment ça va, Maude? Ça va bien, merci, vous? Ça va bien, merci. Donc, Maude, vous êtes avec moi parce que vous avez certains symptômes de neurodivergence dont on va pouvoir parler un peu plus en profondeur dans l'émission. Vous êtes aussi une autrice. Vous êtes quelqu'un également qui est sur les réseaux sociaux, qui expose sa condition, qui essaie d'expliquer un peu mieux la condition, entre autres sur Instagram. Donc, c'est quelque chose que je suivais, moi, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on vous a trouvé. Et on trouvait important quand même de parler de la neurodivergence, entre autres parce que c'est un handicap invisible. Donc, c'est peut-être quelque chose avec les gens sont moins... quelque chose avec lequel les gens sont moins à l'aise, puis également quelque chose qu'on connaît moins puisque ça paraît moins dans la vie de tous les jours, quoique j'imagine quand même que ça cause certains défis. Donc, voulez-vous nous parler d'abord de votre diagnostic? Oui, en fait, dans mon cas, j'ai comme un beau melting pot, si je peux me permettre le mot. J'ai 3 diagnostics différents, ou en tout cas 2 diagnostics, puis une évaluation, parce que, bon, je vous explique. En fait, je suis très haut potentiel intellectuel, donc THPI, douance, oui. TDAH et autiste niveau 1. Donc, ce qu'on appelait auparavant le syndrome d'Asperger, oui, mais qui a changé de nom avec la nouvelle version du DSM, le DSM-5, le guide diagnostique. Oui. Puis, donc, c'est ça. Je les ai pas tous reçus en même temps, ces diagnostics-là, mais je les ai tous eus à l'âge adulte. Oui, vous les avez reçus un peu tardivement, du moins comparativement à souvent, bon, le spectre du trouble de l'autisme, on le diagnostique souvent à des enfants, même chose pour le TDAH. Dans votre cas, c'était vraiment à l'âge adulte là, que vous avez senti besoin d'investiguer. Oui, exactement, parce que, mais en fait, j'ai eu un épisode qui est difficile encore aujourd'hui avec le recul de ces diagnostics-là. On ne sait pas trop si, bon, c'était officiellement une dépression majeure, mais est-ce que c'était un burn-out autistique? Est-ce que c'était un épuisement professionnel? En tout cas, quelque chose comme ça. J'ai été en arrêt de travail pendant longtemps, puis j'arrivais jamais à retrouver mon énergie, même avec la thérapie, avec les médicaments, puis tout ça. Puis donc, j'ai comme investigué plus loin, puis c'est là que j'ai fait une évaluation neuropsychologique, puis que j'ai découvert pour la douance puis le TDAH. Et éventuellement, en faisant une autre évaluation, parce que c'est pas les mêmes tests et tout ça, c'est là que j'ai eu le diagnostic d'autisme. Et en quoi ça vous a aidé d'avoir des diagnostics là, pour être capable de sortir de cette dépression-là ou, bon, peu importe comment on l'appelle, de ces symptômes-là qui vous empêchaient de vivre au quotidien, là, normalement? Ben, je pense que souvent, tu sais, bon, les gens m'ont demandé mais pourquoi tu as besoin de l'étiquette, pourquoi tu as besoin du diagnostic, mais le fait d'avoir l'étiquette ou le diagnostic, ça me permettait, bien évidemment, de mieux me comprendre, mais aussi de mieux comprendre comment prendre soin de moi. Okay. Donc, on prend pas soin de la même façon d'une dépression si elle est causée par un burn-out autistique, par exemple. Là. Donc, les choses à faire pour aller mieux étaient peut-être pas les mêmes. Est-ce que vous vouliez expliquer un peu plus, ça, peut-être, pour moi qui ne connais pas ça, puis peut-être pour certains auditeurs, en quoi c'est différent au niveau de prendre soin de vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment, par exemple? Une des grosses différences, je dirais, c'est quelque chose que j'ai mis en place beaucoup plus depuis que j'ai les diagnostics, c'est de prendre soin de moi au niveau sensoriel. OK, oui. Donc, avoir des accommodements dans ma vie de tous les jours pour les hypersensibilités, puis les hyposensibilités aussi. Donc, avoir un casque anti-bruit, essayer de diminuer l'éclairage dans mon bureau, qui était un éclairage vraiment blanc de néon avant. Oui. Ce genre de choses-là, ça a fait une grosse différence. Puis, je fais beaucoup plus attention à mon énergie sociale. Oui. Parce que ben, l'autisme, ça vient avec des difficultés sociales, puis ça draine beaucoup d'énergie, ça.
Et est-ce que vous vous sentiez obligé d'être social, d'être avec beaucoup de gens à cause de votre travail? Entre autres, vous travaillez dans un cégep, donc est-ce que vous vous sentiez obligé de suivre un peu la norme dans ces eaux-là? Oui, je pense que ce qui a fait que j'ai eu mon diagnostic si tard, c'est, je pense que j'étais... en fait, je pense pas, je le sais parce que les tests l'ont révélé, que j'étais une experte en camouflage. Donc, j'ai, dans l'échelle des tests que j'ai passés pour mon évaluation pour l'autisme, mon score pour le camouflage était plus élevé que la moyenne des femmes Asperger. Okay. Donc, vraiment, j'avais beaucoup, beaucoup de comportements de masquage, des traits autistiques. Et ça, évidemment, ça me mobilisait beaucoup d'énergie. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment le fait de vous forcer à fitter dans le moule et à avoir des comportements qui sont plus dans la norme pour essayer justement de paraître, entre guillemets, le plus normal ou le plus adapté possible, alors que c'est peut-être contre-intuitif pour vous. Donc, ça vous prend beaucoup d'énergie de devoir le faire là, au quotidien. Oui, exactement. Quand j'ai commencé à travailler au cégep, je me rappelle que je faisais un effort conscient pour aller trouver des collègues pour dîner avec eux, alors que spontanément, maintenant, ce que je fais, en fait, c'est que je dîne toute seule dans mon bureau parce que j'ai besoin de ce temps-là toute seule pour recharger. Maintenant, je le sais puis je l'accepte, mais ça a pris du temps avant que je me rende là. Est-ce que vous aviez peur du regard des autres? Est-ce que vous avez peur d'être jugé? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est beaucoup ça parce que, j'ai toujours été pas tout à fait comme les autres, là, forcément. Puis j'en ai vécu des conséquences, surtout primaires, secondaires. Moins plus tard parce que, j'ai fini par trouver des gens qui me ressemblaient plus, mais je voulais pas être la bizarre du département-là. On veut pas paraître antisocial non plus. Non, c'est ça, exactement. Ouais. J'avais le goût de rencontrer mes collègues, j'avais le goût de faire partie du groupe aussi quand même. Oui, on veut pas être exclu. C'est ça. Surtout quand on arrive à un nouvel emploi, là, on a toujours une espèce d'idée qu'il faut pas être... Il y a la nouvelle qui t'exclut, qui parle pas avec personne, donc on essaie de tisser des relations. Je pense qu'on fait tous ça, mais clairement, là, c'était peut-être quelque chose qui vous demandait plus d'énergie au quotidien. Oui, c'est ça. C'est que je pense que c'est un comportement normal, mais je pense que je dépassais mes limites, en fait. C'est ça, c'est ce que j'ai réalisé dans la vie. Je dépassais souvent mes limites parce que j'en avais pas conscience non plus. Donc, vous êtes un professeur au cégep, vous enseignez entre autres la littérature aussi, le théâtre, et vous travaillez également là, avec les personnes qui ont besoin de soutien au niveau des personnes en situation de handicap. Donc, vous êtes un aidant? Oui, en fait, je suis prof ressources. Je travaille avec les tuteurs qui, eux, travaillent avec les étudiants en situation de handicap. Fait que donc, moi, je suis pas directement en lien avec ces étudiants-là, sauf s'ils sont dans ma classe. Mais c'est ça, je suis là comme ressource, là. Et votre rôle, c'est de les aider, en fait, à mieux comprendre ces étudiants-là, puis à leur donner des trucs pour qu'ils soient plus confortables? Officiellement, je suis là pour l'aspect pédagogique. Okay. Comme ma collègue, on est 2 profs à faire ça, puis donc on est toutes les 2 là pour les aider pour tout ce qui touche la littérature. Sauf que le fait que moi, j'ai des neurodivergences que nos étudiants ont aussi, on en profite. J'aurais fait une petite présentation au début de la session dernière sur l'autisme, sur le camouflage, sur le TDAH, tout ça. Donc, des fois, ils me posent des questions aussi, comme « Ah, toi, qu'est-ce que tu fais pour te concentrer dans telle situation? » Je peux donner comme des petits trucs que j'ai développés. Donc, c'était pas nécessairement votre rôle, mais ça l'est devenu puisque c'est une de vos forces, en fait, de mieux comprendre les étudiants qui pourraient vivre des choses qui sont semblables à ce que vous vivez au quotidien. Oui, c'est ça, exactement. Ça l'est devenu. Puis je pense que les tuteurs aiment ça. Ils me posent souvent des questions là-dessus. Là. Clairement, pour quelqu'un qui n'a pas de neurodivergence ou, plus largement, qui n'a pas d'handicap, là, peut-être que c'est moins facile, malgré la bonne volonté, peut-être que c'est moins facile de comprendre le quotidien de ces personnes-là. Donc, clairement, de pouvoir se tourner vers quelqu'un qui comprend mieux, même si vous n'avez pas nécessairement toutes les réponses, de donner des pistes de solutions, c'est quand même quelque chose qui, j'imagine, doit être aidant pour les tuteurs qui font face à des cas qui, j'imagine, parfois, ils dépassent, en fait. Oui, en fait, c'est ça. C'est des fois, ça peut arriver, par exemple, avec des étudiants autistes qui ont beaucoup de rigidité, qui deviennent un peu coincés. Là, les tuteurs ne savent plus quoi faire. Puis des fois, j'ai des pistes, disons, inédites là, auxquelles ils n'auraient pas pensé. Là.
Et vous avez dit aussi que vous aviez un TDAH mêlé avec un TSA. À ce que j'en comprends, il y a quand même des symptômes qui sont contradictoires entre le TDAH et le TSA. Est-ce que vous vouliez nous en parler un peu plus? Oui, en fait, là, c'est... Ben, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une comorbidité là, entre les deux. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un TSA, qui ont aussi un TDAH. Mais ça donne des profils qui sont assez contradictoires. Par exemple, le TDAH va faire qu'on va avoir de la misère à rester organisé, qu'on va avoir tendance à s'éparpiller puis à surcharger notre environnement, alors que le côté autiste, lui, aurait besoin d'un environnement épuré, Oui. puis il aurait besoin de moins de surcharge visuelle. Fait que donc, ça crée un défi. Mais des fois, il y a des traits qui s'équilibrent, comme par exemple, l'impulsivité du TDAH va faire que j'ai quand même plus de facilité à socialiser Ouais. que d'autres personnes. Donc, c'est ça, c'est comme du bon et du mauvais de mélanger les deux, là. Oui, et bon, de toute façon, je pense que tout le monde a ses contradictions, mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a des journées où ça paraît plus, là, dans votre cas. Cela dit, vous avez décidé d'être enseignante de littérature, d'être avec des étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ici un défi pour vous au niveau du fait d'être sociable, du fait qu'il y a du bruit, du fait que c'est quand même un cégep, c'est quand même un environnement là, où ça bouge beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est aussi contradictoire? Oui et non. En fait, ce que je dis maintenant un peu à la blague, c'est je suis payée pour parler de mon intérêt spécifique. Ah oui! Donc, c'est moi qui ai le contrôle de la conversation. Quand je suis en avant de la classe, je peux scripter d'une certaine manière ce que je vais dire. Donc ça fonctionne très bien. Je peux aussi travailler partiellement à la maison. Ça aussi, ça fonctionne très bien. C'est sûr qu'après ça, tout ce qui est au cégep, bon, si je passe la journée au cégep, je ressors de là avec un mal de tête épouvantable, puis je suis brûlée. Les rencontres 1 à 1 avec les étudiants aussi, ça m'angoisse toujours beaucoup parce que là, j'ai moins de contrôle sur le contexte, puis je sais moins où va aller la discussion, puis quelles sont leurs attentes, puis tout ça. Fait que ça, c'est plus compliqué. Fait que je pense que... Mais en fait, ce que ma psy me disait quand elle m'a évaluée, c'est « Je pense que vous avez trouvé le bon travail pour votre profil. » Ben, en fait, parce que vous êtes passionné. Après, j'imagine que comme autrice, il y a quelque chose qui est plus du fait de contrôler son environnement parce que vous écrivez là où vous voulez, quand vous voulez. Oui. Mais peut-être que, en quoi peut-être qu'être autrice n'était pas suffisant pour vous? Est-ce qu'il vous manquait quelque chose? C'était vraiment une question que, comme autrice, gagner sa vie, c'est quand même pas facile au Québec, hein? Ouais, non, c'est ça. C'était vraiment, en fait, pour moi, autrice, ça n'a jamais été un métier potentiel. Ça a toujours été une passion, quelque chose que j'ai besoin de faire pour me sentir bien, pour vivre, tout ça, mais qui peut pas payer mon loyer. Oui. C'est malheureux, mais c'est quand même la réalité. Mais après, je pense que le fait que vous puissiez partager votre passion, puis aussi apporter une espèce de neurodivergence chez les professeurs, c'est quand même quelque chose de positif, là, étant donné que ça commence à se diversifier. Mais je suis moi-même chargée de cours à l'université, puis c'est pas quelque chose, malheureusement, qu'on voit encore beaucoup, là. Donc, tant mieux si vous pouvez en parler, puis être capable d'ouvrir des portes là, à d'autres après vous. Mais oui, c'est quand même un profil qui est intéressant, en fait, parce que effectivement, ça a certaines contradictions, mais on dirait que, et peut-être parce que, justement, là, vous le dites, vous êtes rendu adulte, donc vous avez trouvé une espèce d'équilibre dans tout ça. Est-ce que l'équilibre a été dur à trouver pour vous? En fait, j'ai eu, je pense, assez longtemps un équilibre dans ma vie, ce qui a fait que j'ai pas été diagnostiquée, parce que je pense que la douance a compensé beaucoup des défis. C'est souvent ça qui arrive là, dans une double exceptionnalité. La douance plus un autre trouble, ça, en fait, c'est un des 3 cas. Là. La douance peut masquer les troubles ou le contraire, mais dans mon cas, je pense que la douance compensait beaucoup, sauf qu'à un moment donné, la vie, c'était devenu trop. J'ai perdu mon équilibre quand je me suis mise à... Quand j'ai eu 2 enfants, un travail à temps plein, là, c'était comme trop. Ouais. Puis c'est là que ça s'est comme C'est effondré. quand même demandant pour beaucoup de gens, particulièrement pour beaucoup de femmes là, qui ont une charge mentale qui est particulièrement élevée. Donc, j'imagine que pour quelqu'un qui a des défis particuliers en plus, ça doit mettre une couche supplémentaire à tout ça. Mais parlez-moi un peu de la douance, parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on comprend mal ou qui est très abstrait pour nous. Dans votre quotidien, comment ça se manifeste, la douance?
Ça se manifeste, je dirais, par une curiosité, d'abord. Ça fait peut-être que j'ai moins, mettons, un intérêt spécifique, mais je suis capable de m'intéresser à quand même un plus large spectre de choses. Fait qu'une grande curiosité, aussi une rapidité de compréhension puis d'analyse, là, forcément. Oui. Fait que donc ça, c'est une force, là, ça m'aide beaucoup. À l'école, ça faisait que j'étais une bonne élève. Oui. Mais évidemment, ça vient avec des fois un cerveau un peu hyperactif, là, qui a de la difficulté à arrêter de suranalyser, puis d'aller loin, puis d'aller en profondeur. Puis là, ça crée un espèce de décalage avec les autres. Oui, puis ça aussi, là, c'est énergivore quand même, là, de toujours se questionner. Puis des fois, se questionner sur des questions où on n'a pas nécessairement de réponse fixe ou la réponse n'est pas noire ou blanche. Là. Donc, j'imagine qu'effectivement, là, ça peut vous causer quelques insomnies, en plus des enfants qui doivent participer. Après, j'imagine que quand vos enfants ne dorment pas, vous avez plein de choses à penser, donc vous vous ennuyez pas. Ah non, c'est ça. Mais ça fait quand même que je m'ennuie rapidement, intellectuellement. Oui, je comprends. T'sais, ça fait que j'ai besoin de beaucoup de stimulation intellectuelle. Puis ça, l'équilibre est difficile à trouver parce que pour aller chercher la stimulation intellectuelle, j'ai toujours 1000 projets. Oui. Ce qui fait que je suis en contact avec plein de gens, ce qui fait que je fais plein d'affaires. Mais en c'est même énergivore. Temps, c'est ça, c'est super énergivore. Puis donc, mon énergie, elle, est comme elle se dégrade là, avec tout ça. Puis je dirais qu'en vieillissant, ça devient... Plus j'avance dans la vie, plus ça devient difficile. Oui, ben en fait, j'imagine qu'en vieillissant aussi, on veut pas moins d'énergie, là, puis on est moins capable de passer des nuits blanches comme on le faisait dans notre très jeune temps. Puis, parlez-moi aussi, là, comment est-ce que c'est vu par vos élèves? Est-ce que vous en parlez de prime abord que vous êtes neurodivergente? Est-ce que vous dès les premiers cours, vous expliquer votre diagnostic ou c'est quelque chose dans lequel vous n'allez pas de prime abord? C'est encore relativement nouveau, fait que ça dépend des situations. Là. Quand je donne des cours de formation générale, souvent je leur dis que j'ai un TDAH pour leur expliquer, par exemple, le fait que s'ils arrivent en retard puis qu'ils déplacent de l'air, puis tout ça, moi, ça m'interrompt dans mon cours, puis ça me désorganise un peu, puis là, je deviens toute perdue. Oui. S'il se passe des choses dans le corridor, s'il y a des bruits, si eux parlent en même temps que moi, tout ça, je suis pas capable de couper ça de mon attention. Donc ça, je leur explique. Puis je leur explique aussi que ça peut faire que des fois, j'ai l'air un petit peu perdue, mais comme, rassurez-vous, je sais où on s'en va, mais des fois, j'ai l'air d'être un peu dans l'une. Ou bien, quand, par exemple, ils me demandent un rendez-vous, mais je vais toujours leur dire oui, parfait, je le note, mais écris-moi la veille pour confirmer. Fait que comme ça, moi, ça me fait un rappel, puis ça fait aussi que eux, ça leur fait un rappel. Oui, bien ça aussi. Hein. Ils en ont besoin aussi. C'est ce que j'allais dire. Les étudiants, ils ont souvent besoin de rappel. Là, moi, je me souviens que la plupart des étudiants, il faut quand même materner, encadrer, tout ça. Oui, je suis très maternante donc, avec mes élèves. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui peut être aidant aussi, hein, que de les organiser. Hein. Ça vous aide à vous organiser, mais j'imagine que ça leur nuit pas à leur organisation non plus. Non, c'est clair. Puis aussi, je suis super organisée parce que j'ai pas le choix. J'ai des plans de cours super détaillés avec vraiment, ce qu'on fait pendant le cours, ce qui est à faire pour le prochain cours en détail, puis tout ça. Puis chaque début de cours, je reviens à mon calendrier. On est rendu ici, on s'en va là. Aujourd'hui, on fait ça. La semaine prochaine, c'est ça. Fait que donc, je pense que ça les aide aussi. Ça m'aide moi, mais sans doute que c'est ça. Ils peuvent se fier aussi au plan, puis comme au cégep, on a quand même plusieurs cours, là, fait que c'est facile d'oublier un examen, là. Je parle parce que ça m'est arrivé une fois ou deux. C'est quand même facile d'oublier un examen ou d'oublier un oral, là, donc j'imagine que quand même, ils aiment ce côté-là de vous, là, même si peut-être que vous le dites, là, c'est quelque chose qui vient avec vos symptômes, donc qui vient avec votre neurodivergence, mais j'imagine que c'est ça. Dans ce cas-ci, ça devient plus une force qu'une faiblesse, en fait. Ben, je pense que oui. Je pense que le fait d'avoir développé des stratégies que je peux partager avec mes élèves, ça devient une force, finalement. Oui, ben en fait, c'est ça. Vous pouvez aussi leur partager, que ce soit des gens qui sont neurodivergents, qui doivent être contents d'avoir un prof comme eux, puis qui doivent se retrouver en vous. En même temps, les élèves qui ont besoin d'un peu d'organisation. Puis moi, mes élèves au bac en ont besoin, donc j'imagine pas les élèves au cégep à quel point il faut les organiser. Ah, vraiment. En plus, moi, je donne souvent le cours de première session.
Fait qu'ils arrivent tout frais du secondaire où ils se sont fait tenir par la main, là. Un cours de littérature, en plus, ça, c'est Oui. pas facile. Moi, j'étais très bonne en français, puis pourtant, le cours de littérature, je l'ai trouvé difficile. Puis c'est pas, malheureusement, c'est pas le cours préféré des étudiants de Non. prime abord. Non. et j'y comprends quand même un peu, c'est quand même... Ah non, reste- c'est dur. Ça reste quand même lourd, là. C'est super intéressant, mais ça reste quand même lourd. Donc, j'imagine qu'effectivement, ils ont besoin d'un peu d'encadrement, puis peut-être d'un peu de motivation aussi, hein. Ouais, c'est ça. Fait que j'essaye aussi, tu sais, d'aller chercher, justement, je pense qu'avec le côté douance, ça fait que je suis portée à m'intéresser à ce qui les intéresse aussi, parce que je suis curieuse, je vais fouiller loin pour essayer de trouver des références qui vont les allumer, pour essayer de faire des liens avec des choses qui sont plus proches d'eux. Donc, en tout cas, je sais pas. Mais oui, c'est ça. Ça demande beaucoup de maternage, d'une certaine manière, là. Puis c'est bien parce que, c'est ça, je me materne moi-même en même temps. Ah oui, j'aime l'expression, je me materne moi-même en même temps. Je le disais là, en ouverture, donc vous avez un Instagram là, où vous expliquez quand même, c'est plutôt théorique, là, donc vous expliquez différents symptômes, vous expliquez différents pans de ce que sont vos diagnostics. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire ça? Parce que vous dites d'un côté, c'est ce que vous disiez en pré-entrevue, là, d'un côté, je n'ai pas la force de commencer à éduquer tout le monde, mais de l'autre côté, j'ai besoin, vous avez dit, tu sais, j'ai besoin de faire mon coming out pour que les gens me comprennent. Donc, ici aussi, il y a quelque chose d'un peu contradictoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir ouvrir un Instagram puis quand même à y mettre du temps et de l'énergie? Je pense que c'est parce que la neurodivergence est devenue un de mes intérêts spécifiques, fait que j'avais plein de connaissances accumulées que je ressentais le besoin de partager. J'ai quand même toujours l'envie, je pense que c'est pour ça que je suis devenue prof, de partager mes connaissances, mais j'ai évidemment pas l'énergie de le faire avec chaque personne autour de moi puis d'éduquer tout le monde. Non, mais j'avais pas pensé, mais effectivement, ça vous donne un moyen d'éduquer largement. Oui. Plutôt que d'éduquer un à un. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est une belle façon de s'en sortir, d'éduquer sans avoir à le faire à l'épicerie à tous les jours, là. Oui, exactement. Puis je trouve ça plus facile par écrit. Parce que je peux prendre le temps de réfléchir, je peux reformuler, donc c'est ça, ça me laisse le temps c'est mon médium de prédilection, là, l'écrit quand même. Tandis qu'à l'oral, souvent, je sais pas, j'ai l'impression que j'oublie des choses, puis là, je sais plus où je m'en vais, puis là, je perds, moi, le fil de mes idées. J'essaye comme ça, sans préparation, d'éduquer. Puis aussi, il y avait beaucoup de ressources en anglais, mais j'en trouvais pas beaucoup en français pour des situations qui me ressemblaient à moi. Fait que je me suis dit, moi, j'aurais aimé ça avoir cette ressource-là, donc je vais la créer pour d'autres gens qui, finalement, vont pouvoir en profiter, comme moi, j'ai pas pu. Et vous parliez aussi de l'importance d'avoir des modèles féminins aussi avec le trouble du spectre de l'autisme, parce que le trouble du spectre de l'autisme touche plus fréquemment des hommes, des garçons, et donc, effectivement, les filles, on en voit moins. Vous disiez aussi, il y a une espèce de stéréotype. C'est pourquoi les enfants, filles, sont peut-être moins diagnostiqués dans l'optique où une jeune fille va être plus gênée, donc va peut-être déplacer moins d'air, va être moins dérangeante pour les professeurs dans le cours, et donc va peut-être moins être... les personnes autour d'elle, les adultes autour d'elle vont peut-être être moins portés à trouver qu'il y a un problème et à investiguer pour avoir un diagnostic. Ben oui, exactement. Avec les neurodivergences de type autisme et TDAH, souvent, on a vraiment l'image du petit garçon. Oui. Le stéréotype. Alors que plus la recherche avance, plus on se rend compte que finalement, il y a plus de filles qu'on pense qui sont touchées aussi. Les chiffres sont en train de changer, là. Ça s'équilibre presque. Mais du côté des filles, ouais, c'est ça, souvent ça va être vu comme elle est juste gênée, ou en vieillissant, elle est juste très émotive, elle est hormonale. À l'adolescence, là, les hormones, ça a le l'âge. Oui, les hormones, ça a le l'âge, puis en général, une fille et ses émotions, ça a le l'âge aussi, hein, dans le sens où t'es juste pas capable de contrôler tes émotions, là. Exactement, c'est ça. Moi, j'étais la petite fille gênée, hypersensible, trop sensible. Oui, je me suis tellement fait dire que j'étais trop sensible. Oui, moi aussi, je me suis fait... J'ai pas de neurodivergence, mais là, arrête de pleurer, hein. Oui. J'ai entendu beaucoup, là, voyons, arrête de pleurer. Et il y a aussi
dès qu'une fille a de la colère ou a des émotions, c'est très, très... c'est vu comme étant une espèce de folie ou une espèce de colérique plutôt que... Ouais. Alors que pour un garçon, c'est normal. Tu sais, Oui, c'est comme pathologisé Oui. chez les filles. Oui. Tandis que chez les garçons, la colère, c'est normal. Oui, et effectivement, là, on parle vraiment de stéréotypes de société, mais est-ce que vous pensez que ça avance? Est-ce que vous pensez que ça va mieux à ce niveau-là ou qu'il y a encore beaucoup à faire? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais ça avance quand même. Je pense qu'avec des gens comme la comédienne Rachel Fontaine, Oui. qui avait fait son coming out d'autiste, en parlant d'autisme invisible, justement, ben déjà, comme ça a fait avancer un peu les mentalités. Donc, on a parlé un peu de votre diagnostic. Maintenant, au niveau de votre vie au quotidien, vous avez dit que ça vous prenait plus d'énergie, que c'était énergivore là, pour vous d'être au cégep avec beaucoup de bruit, que vous aviez à faire plus attention à vous, puis à peut-être vous retrouver plus souvent seul pour prendre soin de vous. Est-ce que d'autres façons dont ça transparaît pour vous d'avoir des neurodivergences comme ça? Oui, c'est sûr. Ben, déjà, dans ma vie sociale, là, forcément, j'ai une vie sociale assez peu développée. Des fois, c'est difficile pour mon conjoint, qui, lui, est pas autiste, puis qui a envie d'avoir peut-être une vie sociale un petit peu plus élaborée, mais il aurait envie qu'on l'ait ensemble, cette vie sociale-là. Fait que donc ça, c'est sûr que c'est toujours un petit peu un équilibre à trouver entre ses besoins à lui et mes besoins à moi. Mais par exemple, si on fait on va dans un événement, ben le lendemain, il faut que je me prévoie du temps pour récupérer. Ouais. Ou après, il faut que je me prévoie du temps pour récupérer. Donc, on a comme appris ensemble à monter l'agenda de la semaine en se disant, ben mettons, on fait pas plus qu'une activité par fin de semaine. Donc, si on se fait proposer quelque chose d'autre, ben on dit non, puis on va trouver un autre moment une semaine plus tard. Des fois, c'est compliqué. Des fois, des fois, j'aurais le goût de remplir mon agenda là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oui, mais il y a un lendemain, puis un lendemain, vous allez le regretter. C'est ça, c'est que je vais payer. Je commence à apprendre mieux que je vais payer si je respecte pas mes limites. Fait ça, donc, c'est devenir adulte, ça. Oui. Vraiment, oui. Mais c'est vraiment ça, je pense que c'est mon gros défi, c'est que souvent, je sens pas mes limites. Oui. Parce que je les ai dépassées tellement souvent. Je me suis poussée tellement souvent aussi parce que je savais pas que ces limites-là étaient là. Puis après ça, je comprenais pas pourquoi j'avais besoin de récupérer alors que d'autres autour de moi pour la même activité n'avaient pas besoin de récupérer. Pourquoi à la fin d'une journée d'école, j'étais complètement brûlée puis que mes amis, eux autres, ils seraient allés faire d'autres choses. Oui, c'est vrai. Donc, c'est sûr que oui, dans le quotidien, ça a un impact, là, surtout sur l'organisation de mon agenda. Et vous avez dit, donc, une espèce de négociation entre vous et votre conjoint au quotidien ou au moins de façon hebdomadaire là, pour organiser la semaine. Est-ce qu'il y a d'autres impacts au niveau de votre couple, au niveau de vos amis, tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont qui arrivent qui n'arriverait pas à quelqu'un qui n'aurait pas vos neurodivergences? Oui. Avec les amis, par exemple, je suis vraiment pas douée pour rester en contact. Mais vraiment pas. J'appelle pas les gens, je vais pas vers les gens spontanément. Donc, ça fait que les amis peuvent avoir l'impression des fois que, j'ai perdu de l'intérêt puis j'ai plus envie d'être leur ami. Ça fait que c'est difficile d'entretenir des amitiés. Mais j'ai comme quelques amis proches qui savent que je suis comme ça, puis on réussit. Comprennent. C'est ça, qui comprennent. Avec mon conjoint aussi, toute la négociation des émotions, c'est très stéréotypé, mais on fait un peu la blague que c'est moi le gars dans le couple. Parce que comme moi, j'ai de la misère à lire ces signaux non-verbaux. Vous lisez difficilement les émotions des autres. Exactement, c'est ça. Fait que donc, si lui se sent pas bien pour une raison quelconque, il faut vraiment qu'il me le dise puis qu'il me le nomme clairement parce que je le verrai pas. Okay. Puis des fois, effectivement, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas quelque chose qu'on fait assez naturellement, là, de dire, écoute, je me sens pas bien, puis j'ai besoin d'un soutien quelconque. Oui, puis de nommer, j'ai besoin de telle sorte de soutien, parce que souvent, il va me dire, mettons, là, je me sens déprimée pour telle raison.
Mais vous savez pas nécessairement quoi faire avec ça. Là. C'est ça. Je suis comme, j'ai de la peine pour toi. Je ressens de l'empathie affective. Ouais. Je ressens souvent même ses émotions par contagion, Oui. mais je sais pas quoi faire avec après. Ouais. Donc, effectivement, peut-être que ça peut créer des petites tensions, en fait, parce qu'il attend de vous quelque chose, puis c'est pas clair, en fait, de savoir ce qu'il attend. J'imagine qu'avec le temps, on s'habitue, là, puis il sait comment vous êtes, puis que c'est pas voulu de votre part, là, de... Oui, mais quand on a eu le diagnostic, en fait, quand j'ai eu le diagnostic, mais qu'on a eu la discussion puis l'information sur... Ça expliquait tellement de choses. Ça expliquait des choses, donc il y a quelque chose qui s'est calmé à ce moment-là, là, parce que vous aviez au moins un mot là, pour expliquer ce que vous viviez au quotidien. Hein. Oui, puis je pense que je comprenais mieux aussi comment contourner certains problèmes. Il y avait certaines choses que lui pouvait prendre pour un manque d'intérêt de ma part ou de la mauvaise foi, alors qu'il se rend compte que, ben non, c'est juste mon cerveau qui fonctionne autrement. Oui. Donc... Est-ce que vous avez été longtemps ensemble avant le diagnostic? Oui, vraiment. On est ensemble depuis 18 ans, je pense. Oh, quand même! Oui. Donc, il vous connaissait quand même très, très bien. Là, donc, Oui. Il y avait eu quand même de la négociation là, avant le diagnostic, mais j'imagine qu'effectivement, d'avoir un diagnostic, ça explique des choses. Puis comme vous le dites, non seulement on vous donne un diagnostic, mais on vous donne des outils. Oui. Donc, vous avez plus d'outils pour répondre puis être capable de peut-être vous améliorer sur certains points ou du moins d'accepter des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas vous améliorer puis que c'est ça qui va être ça. Puis ça... Oui, mais il y a Louis T qui a raconté quelquefois, Louis T, l'humoriste qui est autiste, qui a raconté quelquefois que quand il a annoncé son diagnostic à sa blonde, elle s'est mise à pleurer en disant « ça veut dire que tu changeras pas. » C'est ça. Elle avait comme espoir d'être capable de changer. Oui, mais mon conjoint a vécu quand même un peu... Puis moi aussi, on vit ce deuil-là aussi quand même. Il y a certaines choses sur lesquelles il faut qu'on fasse un peu un deuil de OK, ben ça va rester comme ça, puis il n'y a rien à faire. Oui, ben j'imagine qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez facilement vous améliorer, puis qu'il y en a d'autres que vous pourriez vous améliorer, mais que ça prend énormément d'énergie, puis qu'à un moment, on choisit nos batailles, ou que votre cerveau fonctionne juste comme ça, puis bon, coudonc, on ne changera pas la façon dont votre cerveau fonctionne aussi. Est-ce que vous avez vraiment réfléchi à savoir qu'est-ce que sur quoi je mets mon énergie puis sur quoi je laisse tomber finalement ou que je laisse faire? Oui, je suis encore dans le processus, je pense, parce que ça va faire 1 an que j'ai mon diagnostic d'autisme. Oui, c'est ça, vous l'avez eu quand même tardivement, là, un peu, pendant la COVID en plus. Je crois que la COVID commençait à descendre, là, mais quand même, ça n'a pas dû être facile d'avoir des services. Là. Non, mais je me suis rendu compte, j'ai fait mon test neuropsychologique avec un masque dans la face. Là. Ah! Ouais. Mais pour l'autisme, j'ai fait par Zoom. Fait que c'est ça. C'est vraiment quand même. Une rencontre de 3 heures par Zoom. Mais il y avait aussi beaucoup de tests à l'ordinateur. Fait que donc ça marchait, va mieux, là. Mais quand même ça doit être particulier là, comme de vivre ça. Là. Oui. À l'âge adulte aussi, là, de dire, bon, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Là? Ah oui, c'était fou parce que en fait, je m'y attendais là, quand même au diagnostic. Ça faisait 8 mois que j'étais en attente du rendez-vous. Puis j'avais eu le temps d'aller chez Google, là. Mettons. Je pense que j'avais lu 12 livres sur l'autisme là, quand j'ai eu mon rendez-vous. C'est devenu un intérêt spécifique. Hein? Oui, vraiment. Puis donc, c'est ça, je m'y attendais, mais quand je suis passée à travers le processus, puis qu'à la fin de tout ça, la psychologue m'a dit, ben pour moi, c'est clair, il n'y a pas de doute. Ça m'a quand même fait l'effet d'une douche froide, là, je pense. Ça m'a pris une bonne semaine, juste me remettre du choc, je pense. Et est-ce que vous preniez, parce que maintenant vous prenez des médicaments qui vous aident un peu au niveau de réduire certains symptômes qui sont peut-être plus dérangeants pour vous. Est-ce que c'est nouveau avec le diagnostic ou est-ce que vous en preniez avant mais que maintenant vous comprenez mieux pourquoi vous en avez besoin? C'est un peu des deux. Je prends des antidépresseurs depuis avant le diagnostic, mais j'ai continué d'en prendre parce que ça m'aide vraiment avec l'anxiété qui vient avec les diagnostics. Mais je prends aussi des médicaments pour le TDAH. Puis ça m'aide quand même à, justement, moins dépenser d'énergie à essayer de contrôler mon attention. Et ça, vous n'en preniez pas avant parce que ça prend un diagnostic formel pour avoir accès à ces médicaments-là? Oui. Ou en tout cas, au moins une forte suspicion. Oui. Là, c'est ça. Mais mon médecin, quand il a su que j'étais en évaluation neuropsy, puis qu'avec les premières discussions, la neuropsy pensait que j'avais probablement un TDAH, m'a laissé commencer à essayer les médicaments. Puis là, après ça, on a eu la confirmation. Puis comme probablement que vous avez vu que ça allait mieux, donc que
visiblement, c'était ça, là. Oui, en fait, ce que je me suis dit la première journée, c'est « Oh mon Dieu, c'est calme dans ma tête. » C'est calme. J'imagine pas à quel point ça doit pas être calme quand vous les avez pas, là, par contre. Non, c'est ça, c'est pas calme du tout quand je les ai pas. Puis là, maintenant, si je les oublie, ce qui m'arrive plus, mais si je les oubliais, disons, j'avais l'impression d'être dans le brouillard là, pendant une journée. Là. Puis donc, la différence est quand même vraiment Oui, puis notable. enseigner quand vous avez pas pris votre médication, ça doit être difficile là, avec tous les stimuli qu'il y a autour de vous. Hein? Oui, oui, Une bonne journée d'enseignement de littérature là, sans médication, ça doit être quelque chose. C'est un 4 heures de cours en plus, là, oui, la littérature, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est des longs cours. C'est des gros cours, puis c'est des cours un peu, je le disais tout à l'heure, un peu théoriques, un peu, ça peut être lourd. Là. Oui. Il y a des cours plus lourds que l'autre, mais quand même, quand on est, oui, quand on est ça. dans la bonne vieille théorie, là, c'est pas léger, là. il y en a des, en tout cas, moi je me souviens, il y en a des moins légers que d'autres, là. Quand on pogne Baudière, c'est pas, ça sera pas, c'est pas facile, là. Ah non. Donc j'imagine que de l'enseigner avec des étudiants qui vous écoutent semi, ça doit être difficile. En même temps, j'ai compris, là, moi aussi, Baudière, je le trouvais difficile, là. Et je n'ai pas relu depuis. Je fais ma confession. Je n'ai pas relu Baudière. Pas que je ne reconnaisse pas son génie, mais hein, ça fait pas partie de mes intérêts particuliers. Ben c'est correct, hein, parce que je veux dire, c'est pas pour tout le monde. Non, mais moi, je me souviens que j'étais bonne là, pour trouver ce qu'il voulait dire, pour trouver les figures de style qu'on avait et tout, mais je me disais, il peut pas avoir réfléchi jusque-là, ça se peut pas. Puis, ah non, ça c'est sûr. puis, mais l'analyse, il faut accepter qu'on va plus loin que ce que l'auteur avait prévu. Puis là, il y a le professeur, t'es comme, oui. Puis je me disais, il y a quelque chose de tellement pas naturel. Donc, j'étais bonne, mais c'était pas naturel là, pour moi de faire ça. Puis je pense que pour la plupart des étudiants de cet âge-là, là, comme début vingtaine, des fois un peu moins que ça, c'est pas nécessairement naturel que de regarder tes poèmes en les analysant pour savoir ce qu'il veut dire le goéland dans le ciel. Là. Mais même pour moi, la poésie, c'est difficile et je pense que c'est à cause de la pensée littérale de l'autisme. Ah oui, OK, c'est vrai. Parce que moi, j'ai besoin d'un fil narratif. Oui. Fait que j'enseigne presque pas la poésie. Je donne les cours où on enseigne le théâtre, où on enseigne l'essai, où j'enseigne les romans, puis tout ça, mais je donne pratiquement jamais le cours de 102, qui est le cours où on enseigne la poésie. Vous aussi, Baudière, vous trouvez que ça n'a pas rapport, là? J'ai beaucoup aimé ça, les fleurs du mal, là, mais l'enseigner, ça serait tout un défi. Je suis quand même contente que le prof de littérature me valide, parce que moi, je trouvais que ça allait trop loin. Je trouvais que, justement, c'était trop littéraire, puis que voilà, ça allait trop loin, donc je suis contente, je me sens validée, en ce moment. Mais, je dit, c'est très intéressant, puis effectivement, je pense que les étudiants, bon, ça ouvre une certaine curiosité aux étudiants, puis que ça vaut la peine d'aller voir quelque chose avec lesquels on est moins à l'aise, hein, qu'on lira probablement plus, ou très peu souvent, donc ça fait partie des choses par lesquelles il faut passer, mais effectivement, là, j'imagine que il y a des portions qui sont plus difficiles à enseigner que d'autres, là, même pour vous, là. Ah oui, c'est sûr, là, mais par exemple, les alexandrins dans le théâtre classique, là, ça, c'est... Ouf. Ils butent beaucoup dessus, les étudiants ont de la misère à comprendre le sens du texte, fait qu'après ça, l'analyser, mais disons que c'est comme une autre étape. Moi, j'ai de la misère à les compter, voyez-vous. Il manquait tout le temps de syllabes, à quelque part. J'ai fait un deck en théâtre dans mon jeune temps, puis il me manquait tout le temps de syllabes, là. J'avais des difficultés à compter, mais voilà, c'est fascinant, là, parce que, évidemment, ces gens-là sont des génies, on peut pas le nier, mais voilà, il faut avoir un certain type de cerveau, là, pour être passionné par ça, et bon, je l'ai pas. Et j'en parlais également, vous êtes maman, donc, de 2 enfants? Oui, 2 enfants, 2 filles de 12, presque 13 et 6 et demi. Ça, c'est l'âge où on commence la négociation? Oui, ben je dirais que mes enfants négocient depuis qu'ils ont 5 ans, là. Oh! Ils ont appris la négociation vite. Ouais, ben je pense qu'en tout cas, ils n'ont pas de diagnostic encore, ni l'un ni l'autre. Douance, mais mettons que, on serait pas surprise qu'il y ait une petite douance héritée de maman. Et peut-être papa, là, qu'on sait pas, il n'y a pas de diagnostic non plus, mais... Ben, écoute, j'imagine quand même que, et je connais pas, mais il doit avoir, lui aussi, un cerveau quand même doué, puis une curiosité intellectuelle
rituel quelconque. Vraiment, oui. Vous devez vous être retrouvés sur quelque chose. Absolument. Ben bon, il m'a eu en me parlant de Simone de Beauvoir, là, qui était un de mes intérêts spécifiques de voyez, l'époque. moi, ça aurait pas marché. Ça aurait pas marché. J'aurais reconnu l'intelligence, mais j'aurais pas pu faire un souper complet sur Simone de Beauvoir. Là. Mes références sont quand même loin. Mais là, vous me faites penser que ce soir, je vais aller sur Google, puis là, je vais remettre mes références à jour. Là, au cas où. On sait jamais. On sait jamais. Est-ce qu'il enseigne au cégep aussi ou pas du tout? Non, il est éditeur. Oh, OK. Donc... Mais il étudie en littérature lui aussi. Puis on est copropriétaire avec 2 autres associés d'une maison d'édition ensemble, les éditions de ta mère. Puis donc lui, c'est son travail à temps plein. Là. Et donc, comment ça se passe avec les enfants? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que ça change votre quotidien avec vos enfants d'avoir différents diagnostics? Oui, je suis beaucoup plus susceptible d'être en surcharge sensorielle. Oui, puis c'est vrai forcément, qu'avec des enfants, il y a quand même il y a pas mal de stimuli, hein? Oui, beaucoup de stimuli. Puis une fois, je suis allée dans un endroit, là, genre de pas iSaute, là, mais quelque chose comme ça, là, avec une amie, puis son fils, puis ma fille. Puis on est resté là 2 heures et moi, je voulais mourir en sortant. J'avais la tête qui voulait me fendre en deux. Puis elle trouvait ça que c'était le fun. Ben là, on reviendra. Puis pour vrai, pour moi, c'était un cauchemar sensoriel. Je peux pas. Non, mais c'est quand même pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de diagnostic, c'est quand même épuisant. Là, quand même beaucoup de bruit puis beaucoup d'enfants qui courent. Là. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, ça m'épuise, hein, mais... Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai été monitrice de camp de jour. Oh! Ouais. Quand même. Je sais pas trop comment je faisais. J'étais complètement épuisée à la fin de mes journées, mais j'adorais ça. Ouais, ben il y a quelque chose qui doit être amusant quand même que d'être avec les enfants, mais effectivement, surtout, il est sorti à la ronde et tout ça, ça devait vous tuer. Ah, nous, on faisait pas ça dans mon camp de jour, fait que c'était ça le secret. J'avais un camp de jour où on faisait juste des activités au camp. On avait une spécialité, puis moi, c'était un camp spécialisé dans les thématiques, fait qu'on inventait des histoires, on jouait des personnages. Ça, vous deviez quand même être... vous deviez quand même être bonne. Vous enseignez quand même le théâtre, donc il y a un petit côté théâtral qui devait ressortir, mais effectivement, ça devait être des grosses journées. Puis, vous disiez aussi là, qu'avec les enfants, vous avez vécu aussi un deuil périnatal. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez que dans notre société qui est mal compris ou que les gens ont encore un manque de sensibilité par rapport à ça? Ah, absolument, vraiment. Mais en fait, j'ai du mal à blâmer les gens parce qu'avant de le vivre, je pense que je réalisais pas non plus moi-même ce que ça impliquait. Mais quand je l'ai vécu, j'en ai parlé un peu sur Facebook, là, un mois après que ça soit arrivé. Puis tout d'un coup, plein de gens autour de moi ont dit « Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. » Puis je me suis rendu compte qu'on s'en était jamais parlé parce que personne n'en parle. C'est comme une espèce de tabou. Les gens ne savent pas comment réagir à ça parce que c'est très abstrait comme perte, comme deuil. On fait le deuil de quelqu'un qu'on connaît pas. Oui, c'est vrai. C'est très bizarre. Fait que je pense que oui, il y a du chemin à faire pour sensibiliser les gens à ça. Est-ce que vos diagnostics ont aussi joué dans la façon dont vous l'avez reçu ou que vous l'avez traité? C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Je pense que oui, parce que je pense que j'essayais beaucoup de le traiter de manière très rationnelle, analytique, alors que c'était pas ça du tout. Là, non, un deuil, c'est rarement rationnel. Là, puis ça ne suit pas nécessairement une courbe droite, là. Non, c'est ça. Puis j'ai tendance à vouloir, justement, c'est ça, le contrôler, à pouvoir prévoir ce qui s'en vient. Puis un deuil, c'est très... l'étape du deuil, comme c'est ça, écrit dans... Exactement, mais c'est imprévisible, un deuil. Ça ne suit pas vraiment les 5 étapes dans l'ordre. Là, ça revient en arrière, ça va, ça... Bon. Donc ça, c'était très déstabilisant. Fait que je pense que ça m'a causé beaucoup d'anxiété, en fait, ce deuil-là. À cause de ça, je pense. Ça, j'imagine qu'avec l'anxiété, ça prenait aussi beaucoup d'énergie. Hein. Ne serait-ce être en deuil, ça prend beaucoup d'énergie, mais l'anxiété qui va par-dessus. Est-ce que vous aviez des enfants à ce moment-là? J'avais ma plus vieille. Ouais. Et donc, ça reste difficile de gérer un enfant en même temps que de vivre tout ça. Là, oui, puis elle avait 5 ans. De gérer votre carrière et tout. Non, Elle avait 5 ans, puis elle l'attendait, elle, son petit frère ou sa petite sœur. Elle savait que ça s'en venait. Ça faisait quand même plus que 10 semaines que j'étais enceinte. Donc, elle savait que ça s'en venait. Donc, elle aussi, elle vivait une sorte de deuil. Fait qu'il fallait que je l'aide aussi à travers ça.
Oui, puis bon, ça doit être difficile de se gérer puis de gérer un enfant en même temps, puis d'essayer d'être là pour votre conjoint aussi. Oui, c'était difficile de... Puis personne n'était là pour lui non plus. Tout le Oui. monde lui demandait de mes nouvelles, mais personne Oui, c'est s'inquiétait vrai. de comment C'est lui vrai. vivait, alors que lui aussi il vivait un deuil, là. Oui. Après, je banaise pas ce que les femmes vivent, mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des papas dans tout ça, puis il y a peu de services pour les pères. Mais vous voyez, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé avant qu'on en parle, mais effectivement, il y a quelque chose là qui... Il y a peut-être un espèce de tabou, de non-dit pour les pères aussi, hein, Oui, d'exprimer cette peine-là, parce que c'est pas toi qui le portes, là. oui, mais pourtant, tu sais, Oui. c'est tellement... c'est un deuil émotionnel, Oui. tu sais, c'est le deuil d'un attachement à un futur qui n'arrivera pas. Oui. Le père vit ce même futur impossible-là, d'une certaine manière. Donc, c'est pas juste c'est pas juste quelque chose de physique. Le deuil Non, périnatal. c'est clairement pas Ouais. juste quelque chose de physique, mais c'est vrai que je comprends que pour les papas, peut-être que on leur laisse moins le droit d'être en deuil, ou en tout cas, il faudrait que ça passe plus vite, qu'ils en parlent pas trop, là. Oui, mais je pense que ça va avec tout le rapport aux émotions liées à la Oui. masculinité. Là. Oui. On laisse pas beaucoup les hommes exprimer leurs émotions qui ne sont À pas la colère. À la base, c'est vrai, là. Oui. Puis, est-ce que vous trouvez, tu sais, je vous le demandais au niveau des stéréotypes, mais plus largement, tu sais, on se targue au Québec d'être très, très inclusif avec les gens différents, et à la fois en tant que professeur et en tant que vous-même, là, une personne qui a des neurodivergences. Est-ce que vous trouvez que ça va bien au Québec au niveau de l'inclusion des personnes différentes? Est-ce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire? Wow, c'est une grande question. Comme prof, ce que je vois, c'est que je suis dans le cégep qui est probablement un des plus avancés au point de vue de l'inclusion. On a un service d'accueil puis d'intégration qui est vraiment très bien développé. Puis même malgré ça, il y a encore du chemin à faire chez les profs pour leur faire comprendre que les accommodements, par exemple, c'est pas des caprices. Oh, OK. Puis c'est On pas est une encore là, là. injustice. Pas tous les profs, évidemment. Non, évidemment. Évidemment, mais il y a des profs qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres, que non, c'est pas un privilège Oui, d'avoir ok. droit à Je comprends. antidote pour faire quand t'es dysorthographique, mettons. Pour moi, ça tombe sur le sens, mais étant moi aussi, j'ai appareil cérébral, donc j'imagine que ça vient avec le fait que moi, j'en ai besoin, je l'ai vécu, mais effectivement, c'est plate d'en être encore là. Malheureusement, je pense qu'on en parle plus, à tout le moins, là, maintenant, de neurodivergence, des personnes en situation de handicap plus largement, et puis peut-être que ça se normalise un peu dans les dernières années. Avez-vous l'impression qu'on en parle plus, qu'on est dans le bon chemin? Oui, je pense que ça se normalise quand même. Je pense que plus il va y avoir de gens qui vont prendre la parole, plus on va changer notre regard aussi, puis se rendre compte que justement, c'est pas nécessairement le stéréotype qu'on imaginait, puis ça peut prendre plein de formes différentes. Ben effectivement, on parle plus ces jours-ci, depuis quelques années, en fait, des handicaps invisibles, desquels on parlait très peu avant. Est-ce que vous faites un devoir de défendre cette cause-là ou de la porter, ou c'est pas dans des choses que vous dites au quotidien? Oui, c'est quelque chose que je trouve important, mais je pense que c'est pour ça aussi que j'avais lancé mon compte Instagram pour un peu défendre cette cause-là, faire reconnaître le handicap invisible, puis essayer de sensibiliser les gens. Puis j'essaie de le faire le plus possible, de parler de mes diagnostics aux gens pour justement varier les modèles. Oui. Et est-ce que vous avez quand même soit des commentaires désobligeants, soit des commentaires qui peuvent être, sans être méchants, qui peuvent montrer une certaine... un certain manque d'éducation de la part des gens? J'imagine que comme votre handicap est invisible, ça arrive pas si souvent, mais est-ce que ça vous est arrivé de faire face à ça? Le classique, c'est quelque chose qui est pas du tout mal intentionné. En fait, les gens le voient comme un compliment, je pense, mais c'est le « Ah, mais ça paraît pas ». Ah! OK, oui. Puis de me faire dire que ça paraît pas, je sais jamais quoi faire avec ça. J'ai envie de leur répondre, ça paraît que toi, tu sais pas c'est quoi un autiste. C'est vrai que je sais pas, que
ce qu'on pourrait répondre à ça, là. Mais, je te le dis, moi aussi, il y a plein de gens qui me disent ça, puis moi, mon handicap est très visible, là. Je marche d'une certaine façon. Tu sais, j'ai un peu la démarche d'une personne seule, là, si on veut aller dans les stéréotypes, là. J'ai un défaut de langage, tout ça. Donc, moi, dans mon cas, clairement, ça paraît. Puis, il y a des gens qui me disent non, ça paraît pas. Comme si c'était pour me réconforter. Oui, c'est ça. Comme si c'est une bonne chose. Pour toi, t'es chanceuse, ça paraît pas. Oui. Donc, c'est une mauvaise chose, le handicap. Oui, c'est ça le sous-entendu. Ou voilà, ça paraît pas, dans le sens ça paraît pas tant que ça. Ouais. Alors que dans mon cas, comme je dis, ça paraît. Ou oh mon Dieu, je l'avais pas vu, je l'avais pas remarqué. Puis comme non, tu l'avais remarqué, là, tout le monde le remarque. Mais bon, c'est ça, c'est peut-être une façon justement de me réconforter, j'imagine. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on répond à ça, là? Puis comment ça montre à quel point les gens sont peut-être pas à l'aise, en fait, avec la différence, alors que c'est pas nécessairement mauvais, mais qui voient ça comme étant négatif, puis à quel point ça les met mal à l'aise, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que ça souligne un certain malaise, mais c'est même des professionnels de la santé qui vont dire « Ah, mon Dieu, j'aurais pas dit, ça paraît pas. Parce que même les professionnels de la santé sont pas si informés que ça sur la neurodivergence. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, puis peut-être qu'eux-mêmes ont des stéréotypes de ce que doit être une personne neurodivergentes, puis qui ont des stéréotypes de cas qui paraissent plus, peut-être, qui ont des symptômes plus apparents. Oui, on va penser à quelqu'un qui est non-verbal, par exemple, ou un enfant hyperactif qui rebondit ses murs, là. Oui. Alors que, mettons, chez les femmes, l'hyperactivité est surtout intériorisée, est surtout mentale, ou bien ça va être dans des petits gestes, là, le fait de jouer avec nos mains, des choses comme ça. Donc, c'est ça, on correspond pas aux stéréotypes. Mais ce que je fais souvent, c'est que je dis, oui, c'est souvent comme ça pour les femmes parce qu'on camoufle beaucoup plus. Oui. C'est ça ma réponse, là, mais... c'est ça. Est-ce que les femmes intègrent de camoufler plus pour répondre aux stéréotypes de la société, là, pour répondre à ce qu'on attendait, c'est-à-dire de rester assis, d'être une bonne fille, de pas parler trop fort, Je pense que oui. La théorie générale, en fait, c'est que les filles sont socialisées d'une certaine manière. Qui fait qu'elles vont intégrer beaucoup plus certaines normes sociales pour correspondre à ce qu'on attend des filles. Oui, correspondre à la norme, alors que les garçons, on le disait, un garçon qui bouge, à la limite... c'est un petit gars, tu sais, il est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai ça, on l'entend souvent, mais c'est un petit gars. Un petit gars, ça bouge plus. Oui, voulez-vous que je vous présente ma fille? Elle rebondit ses murs. Vous en avez une qui... Oui, vous en avez une qui rebondit, vous. Oui, j'en ai une qui rebondit. Mais en fait, ça donne quelque chose de particulier dans l'optique où j'imagine qu'en même temps, vous pouvez mieux la comprendre, puis que vous pouvez mieux peut-être l'outiller, même si c'est quand même différent de ce que vous avez vécu, hein. Oui, ça fait que j'ai comme peut-être plus tendance à essayer d'accommoder son besoin de bouger plutôt que d'essayer d'aller contre son besoin de bouger. Par exemple, quand elle a fini de manger, des fois, là, ça fait trop longtemps qu'elle est assise, elle se tortille, puis là, je dis « OK, mets-toi debout pour finir ton assiette ». Puis là, elle tasse le banc en dessous de la table, puis elle se met debout, puis là, ça l'aide en bougeant, se concentrer, par exemple. Est-ce que vous trouvez qu'on essaie trop de mettre les enfants différents dans des cases ou ça? Puis tu sais, avec l'autisme, ce qu'on essaie de faire beaucoup, là, c'est de faire de la thérapie pour essayer de les rendre socialement plus aptes, de répondre mieux aux normes, là. C'est surtout ça qu'on fait. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'on le fait trop? Est-ce qu'on essaie trop de les mettre dans des moules? Oui, peut-être. Évidemment, je suis pas spécialiste, là, mais de tout ce que j'ai lu d'adultes autistes qui sont passés par ce genre de thérapie-là, c'est que c'est extrêmement traumatisant, en fait. De se faire apprendre à aller contre leurs instincts, contre tout ce que leur corps leur dit d'être et de faire pour être plus neurotypique. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer d'approche, d'aller vers une thérapie qui est moins contre-intuitive? Évidemment, là, on n'est pas ni vous ni moi thérapeute, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à revoir, à repenser? Je pense que l'approche de la neurodiversité, donc le fait de penser pas à des troubles, mais plutôt à des différences de neurotypes, je pense que c'est une bonne direction à emprunter pour ça, parce que là, ce qu'on ferait, c'est les thérapeutes qui ont cette approche-là vont outiller les gens selon ce qui est difficile pour eux, pas ce qui est difficile pour les autres autour d'eux. C'est vrai qu'on voit ça comme étant un problème et qu'on doit faire en sorte que l'enfant, c'est ça, répondre aux besoins des autres, en fait. Exactement. Plus que ses besoins à lui, oui.
C'est ça, tandis qu'en Alors voyant que ça c'est comme pas, une simple différence de neurotype, c'est juste un cerveau qui fonctionne différemment, ben on peut voir, OK, ben qu'est-ce qui est difficile pour l'enfant? Comment est-ce qu'on peut l'aider à lui se sentir mieux? C'est pas nécessairement un problème, mais si, c'est ça. Si on convainc un enfant qu'il y a un problème, puis qu'on lui fait voir qu'il y a un problème, il va se sentir comme étant un problème, là. Oui. Ce qui est peut-être pas au niveau de son développement là, optimal là, pour faire en sorte qu'il s'intègre bien à la société. Là, C'est dur pour l'estime de oui, soi. voilà, si on lui dit très jeune qu'il est anormal, entre guillemets, clairement, là, en vieillissant, t'as encore plus... J'imagine que t'as de la difficulté à trouver ta place parce que, justement, t'es neurodivergent, donc tu ne penses pas comme les autres. Donc, t'as des difficultés. Tu regardes les autres, la façon dont ils fonctionnent, puis tu dis, moi, je fonctionne pas comme ça, de prime abord, mais qu'en plus, on t'ajoute une étiquette, puis on essaie de te faire comprendre que t'es un problème, en fait. Sans le dire comme ça, mais j'imagine que ça s'intègre comme ça, là. Ça doit être difficile pour un enfant en vieillissant de trouver sa place, en fait, dans tout ça. Des fois, je pense que c'est une chance, d'une certaine manière, que j'ai eu mon diagnostic plus tard, parce que, ben, justement, j'ai jamais eu ces limites imposées là. C'est vrai. Quand j'étais jeune. Évidemment, ça a aussi ses inconvénients parce que je comprenais pas nécessairement comment je fonctionnais, oui. Puis je comprenais pas toujours pourquoi je me sentais différente. Mais sur d'autres aspects, surtout dans les années 90, là, on connaissait pas ça tant que ça. Non, TDAH, puis on n'en parlait l'autisme, pas là. beaucoup, là. Non. Puis on avait tendance à beaucoup médicamenter, mais peut-être que tout ce qui est en dehors de la médication était moins développé, hein, pour ce qui est de techniques, d'outils, là, de toutes sortes de choses que tu peux faire en dehors de la médication. Des fois, la médication est très utile. Puis on peut pas faire en sorte de ne pas médicamenter quelqu'un, mais reste que toutes sortes de choses à développer autour qui peut-être étaient oubliées. Hein. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore parfois est oublié. Hein. Ah, c'est encore les gens pour avoir les parents qui ont des enfants autistes pour avoir droit au service puis à l'accompagnement doivent encore passer par une thérapie du type là, on va apprendre à l'enfant à avoir l'air plus neurotypique. C'est quand même un peu contre-productif, mais c'est vrai qu'on est malheureusement on en est encore là. Hein. Puis il y a quand même, en tout cas de ce que j'en connais, puis encore là j'en connais peu, mais il y a quand même peu de voix qui s'élèvent contre ça. C'est comme normal, ou parce que c'est peu connu dans la société, hein, qu'on le voit pas. Ces thérapies, on les voit pas à TVA le soir. Là. Non, mais il y c'est a... peut-être caché. Hein, il y a un spectacle qui a été fait qui s'appelle Rose et la machine. Oui, que j'ai vu, que j'ai adoré d'ailleurs. Elle en parle un peu oui. quand même de ces thérapies-là, puis la façon dont elle en parle, ça a l'air traumatisant, justement, pour les enfants. Puis c'est de plus en plus dénoncé par des adultes autistes, mais au Québec, pas tant que ça. C'est beaucoup aux États-Unis. C'est ce que je vois. C'est pas dénoncé tant que ça, effectivement, puis c'est un peu dommage. Parce que, voilà, il faudrait revoir notre façon de voir ces gens-là en général, puis de revoir la thérapie, puis la façon de les aider, parce que, on l'a dit, c'est peut-être une façon d'aider plus les gens autour que d'aider l'enfant lui-même. Oui. Mais sur ça, on va devoir conclure. Merci à Mathieu Tessier, qui est à la console. Merci à Aline Roy qui est recherchiste sur l'émission. Puis on se retrouve pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Maude, d'être venue nous partager une partie de votre quotidien. Je pense que ça peut quand même beaucoup aider les gens à mieux comprendre quelque chose qu'on voit pas souvent, ou une tête à laquelle on a moins accès. Donc, merci de nous avoir ouvert un peu une partie de votre tête. Et pour nous, on se retrouve dans une prochaine émission de Pis toi ta journée.